Ce dimanche en Formule 1, un crash entre une Mercedes qui s'est pris un tour et une Williams qui ne se faisait pas prendre un tour par cette même Mercedes cause débats, altercations et perturbe la sérénité au sein de la communauté F1. Du jamais vu depuis mars 2021 et le Grand Prix de Bahreïn. Les pilotes aussi sont rappelés qu'étendre leur trajectoire en dehors des délimitations de la piste, c'est mauvais pour leur fond plat et pour leurs pneus. Les deux top teams rappellent pourquoi on parle de lutte Hamilton-Verstappen et pas de lutte Mercedes et Red Bull, parce que sinon ça impliquerait qu'il y a plus d'un pilote par équipe qui marque des points, et surtout qu'aussi beau soit le tracé d'Imola, il fallait au moins un bel orage, des leaders qui se vautrent et quelques dramas, pour rendre le Pirelli Grand Prix Made in Italia et d'Émilie-Romagne 2021, qu'on appellera poliment le Grand Prix d'Imola pour des raisons de durée, un minimum intéressant et au mieux mémorable. Je me suis beaucoup amusé devant cette course et je pense que c'est pas juste parce qu'on l'a vécu ensemble sur la télé de Twitch, mais bien parce qu'il s'est passé plein de trucs pendant cette course et que la pluie en Formule 1 c'est jamais malvenu, surtout sur un circuit aussi technique et un plateau composé de beaucoup de pilotes qui découvrent leur nouvelle voiture dans des conditions piégeuses. Aussi, un nouveau doublé Hamilton-Verstappen dans le désordre, c'est toujours plaisant parce que ça renforce l'impression qu'il y a une lutte mondiale, tu vois. Une course parfaite de Verstappen et une course merveilleusement rédemptrice de Hamilton. Allez les gars, vous nous refaites la même la prochaine fois et si vous pouvez le faire à toutes les courses en pensant à échanger l'ordre à chaque Grand Prix jusqu'à Abu Dhabi, moi ça me va. Une lutte mondiale entre deux pilotes de deux équipes différentes est une denrée rare en Formule 1 et ça me ramène à un temps que les moins de 9 ans ne peuvent pas connaître. Je dis course parfaite de Verstappen parce que, à part quelques petites frayeurs sous safety car, il a jamais cédé à la pression d'avoir derrière lui un pilote qui a la faculté de gagner à peu près chaque fois qu'il monte dans une voiture. Le tout dans ces conditions plus que piégeuses. Il y a eu un bon retour technique pneumatique à son équipe quant à l'état de la piste, histoire de savoir à quel moment fallait choisir les slicks ou rester en intermédiaire, même si sans un arrêt un peu compliqué pour Hamilton, les choses auraient pu être très différentes. On peut parler de ce départ flamboyant car au final ça s'est joué au premier virage par cette manœuvre musclée contre Hamilton. Il a forcé Lewis hors de la piste mais je le condamne pas pour ça, c'est le strict minimum à exécuter pour prendre une place à Hamilton. Et plus sérieusement, je remercie la FIA de laisser passer ce genre de truc. Évidemment parce que j'ai un avis qui est totalement forgé sur mon appréciation des pilotes et pas du tout sur le fait que lorsque on est sur un circuit où il y a à peine la place pour avoir deux voitures de front, ce genre de manœuvre c'est presque inévitable. Et au passage, je fais une dédicace à Vettel et Perez parce que ça s'est passé presque pareil et je pense que c'est plutôt plaisant d'avoir ce genre de duel musclé en F1. Hamilton a perdu un morceau dans la manœuvre, ce qui je pense est imputable à Max Hou qui s'est imposé en force, mais on peut aussi dire que Hamilton a un peu trop forcé à l'intérieur. Mais au final, c'est ça la Formule 1. Si Max ne force pas le dépassement, il reste derrière. Et si Hamilton ne force pas sa défense, il est pas à la hauteur de sa réputation. Donc pour moi, il n'y a pas plus de discussion à avoir là-dessus et juste à admirer ces deux gaillards se battre. Parce que ça fait des années qu'on nous vend que Hamilton et Verstappen sont les meilleurs pilotes du plateau. Et on veut des batailles à la hauteur de ce storytelling et c'est exactement ce qu'on a eu. Enfin, je trouve. Pour Hamilton, j'ai pas grand chose à ajouter, cette erreur à la sortie des stands a bien été aidée évidemment par sa hâte de dépasser les retardataires comme il l'a dit après la course, et aussi le fait qu'il était en pneu froid sur une piste humide, tout ça. Bon, ça aurait pu bien plus mal finir, mais il a pas abandonné, au sens propre, puisqu'il est reparti, et il faut reconnaître qu'il a aussi été grandement aidé par le drapeau rouge qui a suivi, puisque je rappelle que dans le process de sortir de son bac à sable, il s'était pris un tour. Mais heureusement, il nous a animé la fin de course pour terminer exactement là où il doit terminer avec une si belle voiture. Et non, ce n'est pas du tout un message subliminal pour son coéquipier. L'an dernier, on m'a reproché de soi-disant pas aimer Bottas, que je m'acharnais sur lui, alors que c'est pas vrai. J'aime bien Bottas. Oui, si après par contre, si je me suis acharné sur lui, mais ça veut pas dire que je l'aime pas. Mais cette année, je vais redoubler d'efforts pour me retenir et déjà, je vais parler de son honorable qualification, à seulement 4 dixièmes de Hamilton. Bon, après, c'est vrai que c'est pas de bol, parce qu'en 2020, s'il avait été à 4 dixièmes de Hamilton sur cette même piste, il serait parti 3e à quelques millièmes de la P2 et à de bons dixièmes loin devant la P4. C'est juste qu'en 2021, il part 8e, quoi. Mais là, c'est vraiment pas de sa faute. C'est la faute de la voiture qui va moins vite que l'an dernier. En course, il a fait ce qu'il a pu, mais bon, quand il était coincé derrière Stroll, c'était difficile. Surtout qu'on sait que la Mercedes, elle souffre dans le peloton. Elle a du mal à doubler la Mercedes.
Donc voilà, quoi. Hein? Non, mais c'est bon, ferme-la, ça passe, tais-toi. Ça passe. Voilà. Et quant au crash avec Russell, bah, je vais directement passer la partie où on rigole parce que blabla, c'est soi-disant Bottas qui va perdre son baquet pour Russell, ah là là, Toto Wolff il est pas content, Bottas il a rien à faire à se battre contre une Williams, c'est très drôle tout ça, mais on va revenir au sérieux, on a bien rigolé maintenant, parce que, oui bon c'est vrai je sais, on a du mal à discerner quand je balance des conneries et quand je suis sérieux, donc voilà, on passe sur les blagues et on vient directement au cœur de mon propos, quoique peut-être que maintenant que j'ai précisé ça, vous allez être peut-être plus perdus. En fait, faudrait que j'arrête de parler. Mais après, je gagnerai pas d'argent sur YouTube et je pourrais pas me payer plein de... Bref, je vais essayer de me placer dans la tête des deux pilotes et essayer d'expliquer pourquoi je pense que cet accident entre Bottas et Russell est de la faute de Bottas et Russell. La version de Russell, pour moi, hein, donc je me mets dans sa tête, voilà, je suis un beau gosse, je suis jeune, je suis pilote de Formule 1, voilà, ça y est, je suis dans sa peau. Voilà. Il harcèle Bottas pendant une boucle complète du circuit, il sort bien du dernier virage, il chope le DRS, il a un écart de vitesse d'une bonne dizaine de mètres par seconde, et il voit Bottas donner un ch'ti coup de volant très net sur la gauche. Alors deux raisons évidentes hein, pour prendre le virage qui tourne à gauche, mais aussi très certainement pour indiquer à Russell qu'il compte bien défendre l'intérieur pour le virage suivant, hein, la chicane qui tourne à gauche, et ce qui est logique et cohérent jusque-là, parce que c'est ce que tous les pilotes font quand ils se défendent. Et aussi, Russell, bah il est pas con. Il sait que Valtteri Bottas c'est un pilote de course professionnel pour la meilleure équipe du peloton depuis des années. Et donc Russell, il sait que Valtteri Bottas, il a conscience que dans quelques mètres, Russell sera au côte à côte, au coude à coude avec lui. Et que le règlement veut que lorsqu'un pilote défend sa position d'un poursuivant, il a le droit de changer de trajectoire qu'une seule fois pour indiquer à son poursuivant comment il compte défendre sa position. Donc Russell sait que s'il ne veut pas s'envoler vers d'autres cieux en percutant l'arrière de la Mercedes, ni ralentir en pleine ligne droite, bah il ne lui reste qu'une solution, plonger à l'extérieur, donc à droite. Le truc, c'est que Russell ne sait pas que Bottas n'a aucune idée de comment on construit un dépassement, et il se doutait pas que Russell allait essayer de le dépasser. Que si Bottas il a fait ce subit changement de trajectoire à gauche en pleine ligne droite comme ça, c'était pas pour indiquer un mouvement défensif, mais simplement pour... je sais pas. Et du coup, voilà comment je peux comprendre ce que je vais qualifier comme étant la faute de Bottas. Soit il a fait un mouvement de défense et il l'a pas assumé jusqu'au bout en prenant le virage à peu près normalement, soit Bottas a juste éternué, ce qui explique ce coup de volant, et il a tout simplement pas fait attention qu'il avait un concurrent derrière lui depuis plus d'une minute et demie, ou alors il s'attendait à ce que Russell fasse comme lui-même a fait pendant toute la course derrière Stroll, à savoir ralentir plutôt que de tenter un truc. Je sais, j'ai dit que je m'attaquais pas à Bobo et c'est plutôt de très mauvaise foi ce que je fais depuis tout à l'heure. Mais c'est pour simplifier extrêmement la manière dont je comprends la situation avec à ma façon quoi, avec légèreté, avec humour, tout ça, principalement pour exprimer ma déception et mon agacement envers lui. Je ne veux même pas chercher à débattre de savoir si oui ou non il a sa place en Formule 1, parce que pour moi, voilà, c'est même pas le sujet et il sait même pas remettre en question. Et je suis même prêt à ce que l'on m'aide pour lui chercher toutes les excuses du monde pour pardonner le fait qu'il allait se faire prendre sa 9e place à la régulière par une Williams et que son équipier allait lui prendre un tour s'il avait pas fait une erreur avant même la mi-course. Je m'en fous honnêtement de cette question, c'est pas ce que je vais aborder, c'est pas ce qui m'agace. Ce que je trouve inacceptable en revanche, c'est d'avoir un pilote de Formule 1 qui sait pas comment marche un dépassement. Et ça sort pas de nulle part parce que c'est pas la première fois que je le déplore, loin de là. T'inquiète, j'en mettrai dans la tronche de Russell un petit peu aussi, mais là je suis sur Bobo. Voilà, je suis un petit peu agacé par... cette récurrence des « oh là là, oui, mais c'est dur d'être comparé à Hamilton ». Ouais, ça, il y en a eu d'autres, ils s'en sont pas trop mal sortis déjà. Et ensuite, pour moi, ça n'a pas sa place
pour excuser le fait qu'il soit incapable de dépasser un Sébastien Vettel avec des pneus morts à Bahreïn dans le dernier tour pour gagner la course, qui bloque ses pneus frais, ses gommes fraîches face à Leclerc à Monza en 2019, qui reste bloqué derrière une McLaren pendant 50 tours alors qu'il y a une AlphaTauri qui gagne la course, et encore moins qu'il se fasse mettre la misère par Stroll dans une Aston Martin. Et quant au t'as qu'à faire mieux que de critiquer Bottas, t'as qu'à faire mieux que lui, j'ai pas besoin d'être chef cuistot pour dire au chef que ces crevettes elles ont un goût de chaussettes, donc voilà. Et toi t'as pas besoin de faire des trucs sur YouTube ou je sais pas où pour dire que mes vidéos c'est de la merde. On n'a pas besoin d'être expert en quoi que ce soit pour donner son avis de glandeur sur le canapé. Pardon, c'est sorti tout seul. Donc pour la faire courte, je suis un petit peu agacé par le bobo qui reste coincé dans le peloton et qui sait se défendre d'une manière plutôt bizarre. Et oui, il a laissé la place, tout ça, mais on va en parler parce que, comme je le disais, pour moi, ça reste un bête et simple incident de course, parce que Georgie Boy, il a sa part de responsabilité. En soi, Bottas, il a physiquement laissé à cette place à l'extérieur. Voilà, il a rien à se reprocher sur le règlement, Bottas, il a laissé la place à Russell sur la piste. Mais peut-être que dans les 2 dixièmes de seconde que Russell a eu pour comprendre que Bottas, en fait, il faisait pas de manœuvre défensive, il a dû prendre une décision en 2 petits dixièmes de seconde, et au lieu de donner un coup de volant pour éviter Bottas et essayer de le dépasser par l'extérieur. Pardon, donc voilà, au lieu de donner un coup de volant pour essayer d'éviter Bottas et tant qu'à faire essayer de le dépasser, peut-être qu'il aurait simplement dû mettre un gros coup de frein, ça aurait pu marcher. Parce que dans l'histoire, Russell n'engage pas la manœuvre de dépassement, il réagit à Bottas, et des 2 options qui me semblent envisageables. Honnêtement, j'en vois pas d'autres. Il y avait 2 décisions à prendre, j'imagine, et il a pris la mauvaise, c'est tout. Pour moi, ça va pas au-delà de ça. Je comprends aussi qu'il n'avait pas envie de rester derrière un concurrent plus lent au risque de se noyer dans son dirty air, mais il avait aussi bien plus à perdre que Bottas dans cette affaire, parce que certes, ça n'aurait pas été digne d'un pilote de course de ralentir en pleine ligne droite, de la sorte, mais ça aurait été aussi tout aussi sage d'essayer de sauver des points pour Williams. Pour ça que je défends que c'est un incident de course. Dans un dépassement, il faut être 2 pour le réussir, et un accident, c'est pareil. Enfin, la plupart du temps. Mais d'un côté, on a un pilote qui est pas assez conscient de la situation, et l'autre qui est pas assez prudent. Parce que Bottas, je pense que perdre 2 points, il s'en fout. Parce que dans la logique des choses, la semaine prochaine, au prochain Grand Prix, il va en marquer une bonne 12aine. Enfin, j'espère pour lui, quoi. Et au moins une bonne 15aine, et dans le meilleur des cas, une bonne 20aine. Mais bon, alors que Russell, marquer 1 point, ça arrive jamais, quoi. Donc voilà. Bon, dans l'histoire, les mots sont peut-être un peu forts pour exprimer tout ça, mais c'est les seuls que je trouve pour exprimer ce que je veux dire. On change de sujet parce que là, ça me saoule. Ouais, toi aussi, je suis sûr que t'en as marre. Un peu de positivité dans ce monde de brut avec Lando Norris, mais quel week-end pour ce petit garçon. Belle gestion, propreté indiscutable en course, et cette défense face à Hamilton était digne d'un pilote qui se bat à ce niveau de compétition, le tout avec des pneus soft usés, et il peut célébrer son 2e podium en Formule 1 comme il le mérite. À ce stade, j'ai même pas envie de relever la petite erreur en qualification qui lui coûte un top 3 peut-être, et allez savoir, quand on parle d'écart en millième de seconde, il était même capable peut-être d'aller chercher la pole, allez savoir, hein. Donc ça en dit long, ne serait-ce sur l'évolution de McLaren et aussi sur la prestation de Norris. Ricciardo, quant à lui, continue de souffrir avec sa McLaren, course complètement dans l'ombre de Lando, avec des difficultés pour gérer ses températures de gomme. Mais bon, il a fait une course propre, a ramené des points qui aident McLaren à s'affirmer en 3e place. Il a su laisser passer Norris lorsque l'équipe lui a demandé, et on n'en attend pas moins de sa part, hein. On sait que Ricciardo, il a conscience de ses difficultés dans la voiture, et des enjeux pour l'écurie, donc pas de grande surprise de ce côté-là. Maintenant, reste à savoir combien de temps il va lui falloir pour s'adapter à cette voiture. Il y a beaucoup de pilotes qui souffrent dans leur nouvelle équipe, mais Carlos Sainz semble être celui qui s'en sort le mieux dans l'histoire. Alors, beaucoup de jardinage de sa part le dimanche, mais il a montré un excellent rythme, copiant celui de Leclerc en fin de course, de belles manœuvres, et sans toutes ces erreurs, allez savoir peut-être qu'il aurait même pu faire mieux, même s'il a été aidé par le drapeau rouge à la mi-course.
pour remonter, quoi. Et Leclerc a fait tout ce qu'il pouvait pour se protéger de Hamilton, mais c'était insuffisant. Et ensuite, il s'est écroulé suite à cette lutte, parce que j'imagine qu'il avait donné tout ce que sa voiture pouvait donner. Mais dans l'ensemble, on peut être content de voir les Ferrari 4e et 5e, même si l'an dernier, Imola, c'était pas non plus le circuit où ils avaient le plus souffert. Ça reste un beau pas en avant pour l'équipe. Et la lutte face à McLaren semble vraiment lancée. Et pour la deuxième fois en 2 Grands Prix, j'ai l'impression que AlphaTauri a gâché son week-end, alors que l'équipe semblait avoir un immense potentiel, et me pose encore la question de savoir si elle a sa place dans la lutte pour le top 3, parce qu'en termes de performance, tout ça, je pense qu'il y a quelque chose à jouer. Yuki Tsunoda a ruiné ses chances en se crachant le samedi en qualification, il a démontré de belles choses le dimanche avec une belle remontée, mais il a de nouveau ruiné toutes ses chances après ce drapeau rouge puisqu'il a perdu le contrôle au restart et il a terminé loin hors des points. On note aussi sa pénalité pour avoir trop souvent dépassé les limites de la piste. Mais bon, c'est sa deuxième course, il apprend le petit. Un peu la course inverse de Gasly au final, qui lui, parti 5e, a souffert d'une stratégie que mon faible bon sens a du mal à comprendre. Partir en pneu pluie dans ces conditions alors que tout le monde était en intermédiaire, ça semblait un peu risqué. L'équipe avait plus à perdre qu'à gagner, contrairement à Tsunoda qui partait dernier. Et pour Gasly, on a attendu qu'il chute aux dernières positions pour l'arrêter au stand, alors que chez Alpine, Ocon qui était sur la même stratégie, on l'a arrêté tout de suite. Gasly a malgré tout réussi à remonter pour conclure la course dans une belle 8e place, qui paraît victorieuse après une telle course, mais qui à la fois semble fade face au potentiel de la voiture. Sans compter que sans cette piste qui interdit formellement les dépassements, j'imagine que Gasly aurait peut-être même été capable de se débarrasser de Stroll et même de Ricciardo en fin de course. Je rappelle aussi que Stroll, il a effectué un dépassement qui me semble au-delà des limites du règlement sur Gasly. Je suis surpris qu'il n'a pas été pénalisé pour ça d'ailleurs, puisque au freinage de la première chicane, il avait dépassé Gasly avant le virage, mais après il a tiré tout droit dans la chicane. Donc on peut dire qu'il a peut-être bénéficié du fait de ne pas avoir assez ralenti dans le virage pour gagner l'avantage en coupant la piste. En tout cas, je suis surpris qu'Aston Martin lui ait pas demandé de rendre la position. Et justement, Stroll, il franchit la ligne en 7e place et je pense que son Aston Martin ne pouvait pas espérer mieux. J'ai mentionné son dépassement sur Gasly à la première chicane qui me semblait pas vraiment réglementaire, mais à part ça, Lance m'impressionne sur ses 2 premières manches. Il mène de belles prestations et apporte de nouveaux beaux points à l'écurie qui semble très loin des McLaren qu'elle challengeait l'an dernier. Et cette refonte réglementaire et la volonté de l'équipe de se débarrasser de son image de Mercedes bis semble avoir coûté cher à l'équipe basée à Silverstone. Le team principal, Otmar Szafnauer, a fait entendre son mécontentement face à cette réglementation. Oh là là, si seulement il n'avait pas voté en faveur de ce changement de règlement l'an dernier, il en serait peut-être pas là. Ah, nous prends pas pour des jambons, Otmar, voilà. T'étais d'accord pour le changement, donc dis pas que tu savais pas. Bref, à l'instar de tant d'autres nouveaux venus dans leur nouvelle équipe, Vettel souffre dans sa nouvelle voiture et aussi d'un taux de déconvenus assez impressionnant. Je sais pas si je pourrais tous les citer, mais voilà, il a subi d'une pénalité à cause d'une infraction de l'équipe avant le début de course. Ses roues n'étaient pas montées à temps, cela à cause du fait que ses freins étaient en feu et il a dû partir de la voie des stands et puis ensuite rechanger ses pneus avant de prendre un stop and go et pour finir la course en abandonnant sur un problème de boîte de vitesse. Alors de toute façon, on lui a demandé d'abandonner histoire d'avoir le droit de changer des trucs pour la prochaine course, mais voilà. Bon, disons qu'il vaut mieux qu'il subisse toute la poisse du monde quand il est pas encore compétitif que l'inverse. Enfin, je crois. Et puis voilà, il aura fallu tant de péripéties, des abandons et des aventures pour que Alpine voie ses 2 voitures dans les points. Ocon 9e devant Alonso, à l'instar de Stroll, qui se retrouve à jouer le rôle de pilote de référence face à un multiple champion du monde dans l'équipe. Esteban m'a semblé fort ce week-end et peut même regretter ce choix de partir en pneu pluie à l'instar de Gasly.
Mais là, l'équipe m'a semblé plutôt intelligente et l'a arrêté, comprenant que c'était le mauvais choix. Et ça a permis à Ocon de remonter, de prendre cette 9e place finale. Le tout en ayant eu une intense lutte dans le milieu de peloton, notamment avec Alonso, où ils ont passé la course à échanger de position, j'ai l'impression. Et Nando, quant à lui, il a souffert tout le week-end, ne parvenant pas à trouver la performance dans sa voiture. Et on l'a vu faire quelques excursions dans le bac à sable pendant toute la course, mais quelque chose que je dis à chaque début de saison, que ce soit pour les Alonso, Ricardo, Pérez, tout ça, laissons-leur 5-6 courses d'adaptation avant de voir vraiment ce qu'ils peuvent faire. La malchance était forte chez Alfa Romeo, après une qualification désastreuse qui a fait oublier leur promesse de retour au point qu'ils avaient fait avant le week-end. Raikkonen et Giovinazzi étaient devant les Alpines en 9e et 10e place à quelques tours de la fin. Sauf que Giovinazzi a dû s'arrêter à cause d'un tear-off coincé dans ses écopes de frein, voilà. Et Raikkonen, lui, il a fini 9e. Et puis il a subi 30 secondes de pénalité pour infraction pendant ce qu'ils appellent le départ lancé, on va dire simplement ça, qui a suivi le drapeau rouge, parce que dans cette situation, c'était le moment où les pilotes qui avaient un tour de retard avaient le droit de compléter un tour supplémentaire avant de relancer la course, histoire de rattraper leur retard. Pendant ce tour, Kimi, il est parti dans le bac à sable. Alors, il pouvait récupérer les places qu'il a perdues avant de passer la ligne de la voiture de sécurité à la fin du tour, mais l'équipe lui a dit « Non, reste où t'es ». Cependant, l'article 42.6 stipule que si un pilote dans cette situation ne reprend pas sa bonne position, il doit partir de la voie des stands. Voilà. Est-ce que Kimi l'a pas fait ? Donc, pénalité vraiment sévère, mais c'est le règlement, donc c'est comme ça que ça marche. Là, ils peuvent s'en prendre qu'à eux chez Alfa Romeo. Mais bon, les deux pilotes, ils auraient été là pour ramener les points si Dame Bonne Fortune avait été avec eux aujourd'hui. Et je dois reconnaître que, comme d'habitude, c'était dur de les voir en piste. Enfin, dans le sens, on les a pas trop vus. Mais ils étaient là et j'espère que l'équipe pourra rester à ce niveau de performance parce que ça peut promettre plus de drama dans le peloton. Et je crois qu'il faut remonter à fin 2018 pour voir la seconde Red Bull se qualifier devant Max Verstappen à la régulière. Et il a fallu que 2 courses à Checo dans la Red Bull pour enregistrer la meilleure qualification de sa carrière. En 190 départs, ouais. Il s'est qualifié 2e à quelques millièmes de la pole, il était cependant fort mécontent de sa qualif et de son week-end en général, témoignant qu'il n'arrivait pas à trouver de la constance dans sa RB16B. Et on l'a vu en course, passer par Leclerc au départ, il a jamais semblé vraiment en mesure de perturber sa Ferrari, avant de subir 10 secondes de pénalité pour avoir dépassé sous safety car. Ouais, non mais il y en a, ils savent pas lire le règlement peut-être. Il était sorti de la piste sous safety car et il avait repris les 2 positions qu'il avait perdues, ce qui est évidemment interdit. Une grosse erreur de débutant de sa part, mais aussi de Red Bull qui lui a pas dit qu'il fallait qu'il rende ses places. J'ai pas compris. Sans ces 10 secondes de pénalité, Pérez aurait certainement pu rester devant Norris et peut-être ne pas faire cette erreur à la relance qui aurait pu offrir éventuellement un double podium à Red Bull. Mais bon, dans le monde des scies, faut faire attention parce qu'on peut se couper de partout parce que les scies, ça coupe. Voilà, mais il a fait pas mal d'erreurs ce dimanche, mais bon, qui n'en a pas fait après tout, surtout qu'en début de course, il se plaignait de problèmes avec son volant qu'il a dû remplacer lors de son arrêt au stand. Il lui reste encore du boulot à faire, mais une chose est sûre, il a les capacités de tirer le meilleur de la Red Bull, il faut juste qu'il arrive à le faire constamment et non épisodiquement, mais encore une fois, c'est que la 2e course. Et pour Williams, c'est évidemment un week-end gâché, double Q2, belle performance des pilotes tout le week-end. Mais on a parlé de la fin de course de Russell qui menait jusque-là une belle prestation et je vais mettre un joli 0 sur 20 à Latifi qui me donnait de beaux espoirs après une qualification où il s'en était pas trop mal sorti pour une fois face à Russell. Je veux dire, évidemment il y avait du niveau dans la voiture, il est passé en Q2, c'est très bien, mais voilà, autant c'est pas grave de sortir de la piste, on l'a dit au premier tour, c'est pas grave. Mais revenir sur la piste dans ces conditions là, c'est pareil quoi, c'est non.
Pour le coup, bah, Mazepin pouvait rien faire pour l'éviter, à part mettre un gros coup de frein en pleine ligne droite sous la pluie, ce qui aurait été pas malin. Latifi, là, il s'est mis dans le mur tout seul, il peut s'en prendre qu'à lui. Heureusement, il n'a entraîné que lui-même dans sa chute. Mais voilà, là, les deux pilotes Williams qui ruinent à peu près les espoirs de l'équipe, c'est dur. Et on n'attendait pas de miracle chez Haas, et il y en a eu un pourtant. Eh oui, les deux pilotes ont vu le drapeau à damier. C'est vraiment génial pour les pilotes. Parce qu'ils sont à un tour. Voilà, mais bon, c'est pas grave. À ce niveau de compétition, le mieux qui puisse arriver aux pilotes, c'est juste de rouler, quoi. Schumacher et Mazepin ont eu leur petit moment de frayeur. Surtout Schumacher, en fait. Mais bon, les deux, ils voient l'arrivée. Mazepin, bah, c'est excellent qu'il ait réussi à avoir le drapeau à damier avec toutes les difficultés qu'il a depuis le début depuis qu'il est dans la Haas, quoi. Et puis tout le week-end, on l'a vu galérer. Mais et en plus, le tout dans les conditions piégeuses. En plus, les Haas sont partis en pneus pluie. Donc, à savoir les pneus vraiment pas idéaux dans ces conditions. Mais voilà, pour Mazepin, c'est bien. Drapeau à damier, pluie, circuit difficile. Mais on peut pas non plus fermer les yeux sur le fait que Schumacher termine 30 secondes devant lui. Voilà. Pour Kikita, il reste du boulot à faire. Pour Schumacher, bah, y a eu cette erreur, hein, ce crash, mais il s'en est pas trop mal sorti. Et après, bah, je crois qu'on peut rien déplorer pour lui. Il continue d'apprendre. Donc, voilà. C'est tout ce qu'on peut espérer pour les deux pilotes, c'est qu'ils continuent d'avoir des courses qui peuvent terminer sans encombre. Et ce qui est réellement inquiétant pour Haas, c'est que Vettel, il a abandonné à un tour de la fin et qu'il est classé devant eux. Parce que tout le monde, tout le plateau avait un tour d'avance sur les Haas. Alors, quand je disais tout à l'heure que les pilotes, ils avaient pu rattraper leur tour de retard sous drapeau rouge, les Haas avaient 2 tours de retard, donc elles en ont rattrapé qu'un. Schumacher, bah clairement, c'était parce que bah il a eu ce crash, plus le fait qu'il pouvait pas s'arrêter sous safety car parce que la pit lane était fermée, donc bah ça a été difficile. Il s'est pris 2 tours de retard. Mazepin, il avait aucun rythme. En plus, avec les pneus pluie, c'était un désastre en termes de rythme. Il a eu quelques excursions hors piste, donc voilà. Les deux Haas terminent un tour de la 14e place. Bon, je crois que j'ai parlé suffisamment longtemps et j'ai suffisamment épuisé votre temps libre, donc je vous remercie de votre écoute et j'espère vous avoir satisfait, tout comme j'espère n'avoir rien raté de particulièrement majeur, à l'exception du doigt de Valtteri qui était également un majeur. Bon voilà, Voilà, c'est tout pour moi. Retrouvez-moi en tournée dans toute la France, le 19 dans la Corse et tout. Voilà. De toute façon, moi, je suis déjà plus là, je suis déjà parti. Voilà. Bisous.